À la une de ce journal, le président de la République remet à un groupe d'ambassadeurs leurs lettres de mission. Le président sénégalais achève sa visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. Le communiqué final sanctionnant la visite du président sénégalais réaffirme la solidarité des relations d'amitié et de coopération bilatérale et la nécessité de les renforcer dans divers domaines. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Un groupe de nouveaux ambassadeurs accrédités par notre pays auprès de certains pays amis ont reçu ce soir du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, leur lettre de mission. C'était à l'occasion d'une cérémonie au palais présidentiel à laquelle a assisté le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Smaïl Ould Cheikh Ahmed, a saisi cette opportunité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution pour rappeler les missions principales de l'ambassadeur. Nous l'écoutons. Au nom du président de la République islamique de Mauritanie, et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et conformément au décret numéro 391-2019 fixant les attributions du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et l'organisation de l'administration centrale de son département et en respect des dispositions de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques. Les missions principales de l'ambassadeur sont représenter la République islamique de Mauritanie dans sa circonscription diplomatique ainsi qu'aux réunions internationales auxquelles elle est conviée. Négocier avec les autorités du pays d'accueil. Promouvoir les relations entre la Mauritanie et les pays d'accréditation. Promouvoir la coopération internationale. Promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Jouer un rôle stratégique pour consolider la position du pays sur la scène internationale. Respecter et faire respecter les principes et les valeurs héritées de notre religion, de notre histoire, de notre culture et de la personnalité de notre pays. Assurer un contact direct et régulier avec la diaspora mauritanienne et ses représentants dans le ou les pays d'accréditation tout en garantissant la protection nécessaire pour les citoyens mauritaniens en matière de sécurité des personnes, des biens et de sauvegarde de leurs intérêts. Faire connaître le pays, son rayonnement culturel et religieux, ses potentialités, ses richesses et son patrimoine culturel et civilisationnel. Donner une attention particulière à la diplomatie parallèle comme force vive capable d'influencer les relations internationales à travers la mise en exergue des nouveaux rôles du Parlement, des médias, des intellectuels, des artistes et des sportifs et contribuer à leur participation aux festivals, foires et activités organisées dans les pays d'accueil. Jouer un rôle actif au sein des décanats des groupes diplomatiques et particulièrement le groupe arabe et le groupe africain. Renforcer l'influence de la Mauritanie au sein des organisations internationales. Traduire par les actions et par les différentes déclarations publiques l'image de l'État de droit garantissant le libre exercice de la démocratie et respectueux des libertés et des droits de l'homme. Sensibiliser les autorités, le corps diplomatique, la société civile et les médias sur les progrès réalisés par le pays. Utiliser la presse, les médias et les réseaux sociaux quand c'est nécessaire pour promouvoir positivement l'image du pays tout en respectant scrupuleusement le droit de réserve auquel sont tenus les diplomates et l'ensemble des fonctionnaires. Promouvoir les initiatives afin d'attirer les partenaires économiques et les investisseurs étrangers. Représenter le pays dans sa globalité, son unité, sa diversité culturelle et raciale et sa pluralité politique. Mettre en place un plan d'action qui tiendra compte de celui du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Assurer en tant que premier responsable, par l'action, l'exemple et le comportement, la transparence totale dans la gestion des biens, des finances et des ressources humaines de l'ambassade. Informer le gouvernement sur la situation et l'évolution politique, économique et sociale dans les pays d'accréditation. Transmettre des rapports périodiques et informer en cas de besoin l'administration centrale de la situation générale et éventuelle perspective du ou des pays d'accréditation.
créer des commissions de veille pour tout dossier spécifique et faire part de ces procès-verbaux à l'administration centrale. Suivre les candidatures nationales et signaler les vacances de postes internationaux. Rechercher des opportunités de jumelage avec les communes, les villes, les universités, les centres de recherche, les académies et les académies diplomatiques. Fin de la visite d'amitié et de travail de 2 jours du président sénégalais à Nouakchott. Monsieur Macky Sall et son épouse ont quitté la capitale aujourd'hui en début d'après-midi, salués à leur départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutoussi par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et la première dame, Dr Mariam Fadel. Le couple présidentiel a été aussi salué par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal, le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baye, le chef de file de l'opposition démocratique, Brahim Ould Bekkay, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les membres du gouvernement, le directeur de cabinet du président de la République, les chefs d'état-major de l'armée nationale et des forces de sécurité, le chef d'état-major particulier du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional de Nouakchott. La visite d'amitié et de travail effectuée par le président sénégalais à Mauritanie a été marquée par la signature d'un certain nombre de conventions de coopération entre les 2 pays frères.
Le président sénégalais à son départ de Nouakchott. Un communiqué final a sanctionné la visite du président sénégalais dans notre pays, communiqué dans lequel les deux présidents se sont félicités du niveau de leur coopération exemplaire. Ils ont par ailleurs instruit les ministères et sociétés nationales en charge des hydrocarbures à renforcer davantage les échanges, la concertation et la coordination déjà existants entre eux et à élargir le spectre de leur coopération en y intégrant les segments intermédiaires et aval afin de couvrir toute la chaîne de valeur gazière. La version en français de ce communiqué final a été restituée par Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Nous l'écoutons. À l'invitation de son frère et ami, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a effectué les 12 et 13 juillet 2021 une visite de travail et d'amitié en Mauritanie à la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs ministres et des hauts fonctionnaires. Cette visite, qui s'inscrit dans la continuité des relations séculaires et de coopération multiforme entre les deux pays, traduit la volonté de concertation et de dialogue permanent entre les deux présidents et vise à consolider et enraciner davantage les liens historiques d'amitié cordiale et de bon voisinage et de fraternité qui unissent les peuples mauritaniens et sénégalais. Au cours de cette visite, les deux présidents ont eu des entretiens à tête sur des questions d'intérêt commun au plan bilatéral, sous-régional, continental et international. Ces entretiens, élargis par la suite aux deux délégations, ont été marqués par une parfaite convergence de vues sur l'ensemble des sujets abordés. Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence Macky Sall se sont félicités de l'excellence des relations de fraternité, d'amitié et de bon voisinage existant entre les deux pays. Ils ont, à cet égard, réaffirmé leur volonté de tout mettre en œuvre afin de les développer et de les renforcer davantage dans l'intérêt de leurs deux peuples frères. Les deux présidents ont passé en revue les divers domaines de coopération et se sont félicités des réalisations accomplies. Ils ont particulièrement insisté sur la coopération dans les domaines de la justice, de la sécurité, de l'énergie, de la pêche, de l'élevage, des transports, de l'hydraulique et de l'environnement. Abordant la question de la sécurité, ils se sont félicités des résultats obtenus dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Ils ont insisté sur la nécessité d'approfondir la collaboration entre les deux gouvernements afin de prévenir la criminalité transfrontière
et de lutter plus efficacement contre ce fléau sous toutes ses formes, en particulier le terrorisme, la migration clandestine, le trafic illicite d'armes et de drogue, ainsi que les flux financiers illicites, y compris le blanchiment d'argent. Dans le domaine de l'énergie, les deux présidents ont salué les efforts fournis en vue de développer la coopération dans ce secteur et exprimé leur volonté commune de les poursuivre en les intensifiant dans un esprit de concertation permanente et de partenariat confiant. Les deux parties ont salué la coopération exemplaire entre les deux pays dans le secteur des hydrocarbures avec l'accord de coopération inter-État ACI signé en 2018. Les deux chefs d'État ont instruit les ministères et sociétés nationales en charge des hydrocarbures de renforcer davantage les échanges, la concertation et la coordination déjà existants entre eux, d'élargir le spectre de leur coopération en y intégrant les segments intermédiaires et aval afin de couvrir toute la chaîne de valeur gazière, d'accélérer les échanges pour la mise en œuvre du protocole signé en 2020 portant initiative Clean Gas pour la réduction de l'empreinte carbone de l'exploitation des ressources fossiles nationales à travers l'utilisation des énergies renouvelables et des technologies propres. En ce qui concerne le projet gazier Grande Tortue Aïmehim, GTA, les deux chefs d'État saluent l'exemplarité de la coopération entre les équipes des deux pays et les exhortent à maintenir le même niveau d'engagement, d'intégration et de concertation à l'effet de préserver les intérêts nationaux, mais aussi de donner aux partenaires toute l'assurance requise pour l'accompagnement du projet. Compte tenu de l'importance du projet pour les deux pays et pour la sous-région, ainsi que de la nécessité de se conformer au délai fixé, les deux chefs d'État décident d'accorder au projet GTA le statut de projet national d'intérêt stratégique et instruisent les ministres concernés à l'effet de mettre en place les mécanismes de coordination de nature à en accélérer la mise en œuvre. En matière de pêche, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Son Excellence Macky Sall ont abordé les questions liées aux conditions d'exploitation des ressources halieutiques. Ils ont donné des instructions au ministre en charge de la pêche et de l'économie maritime à l'effet de prendre toutes les mesures nécessaires au renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine. En outre, les deux présidents ont réaffirmé leur attachement à l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, fondée sur le principe d'un partage et d'une gestion équitable et solidaire des ressources du bassin du fleuve Sénégal, qui constitue depuis bientôt un demi-siècle un modèle exemplaire de coopération constructive. Les deux présidents ont par ailleurs insisté sur le rôle stratégique du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS, et de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dans la lutte contre la désertification dans le Sahel. Ils ont en outre rappelé l'importance de la transhumance et du commerce de bétail entre les deux pays. Sur les plans régional, continental et international, les présidents Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et Macky Sall ont réaffirmé leur attachement à la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, au règlement pacifique des différends et au respect des agendas de la transition pour le retour à l'ordre constitutionnel en République sœur du Mali et du Tchad. Ils ont réitéré leur soutien résolu à une solution pacifique, juste et durable de la question palestinienne, conçue sur la base des principes du droit international énoncés dans toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies, garantissant la création d'un État palestinien indépendant et viable, ayant comme capitale Jérusalem-Est, dans le cadre de la solution à deux États vivant côte à côte, chacun à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. En plus du présent communiqué conjoint, les deux présidents ont assisté à la signature de 7 accords conclus pendant la visite dans les domaines du transport routier, de la pêche, de l'aquaculture et de la justice. Au terme de sa visite de travail et d'amitié en République islamique de Mauritanie, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a exprimé ses vifs remerciements ainsi que sa profonde gratitude à son frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, au gouvernement et au peuple mauritanien
pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que l'hospitalité généreuse qui ont été réservées à lui ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, a adressé une invitation à son frère et ami, Son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, pour effectuer une visite en République du Sénégal. Cette invitation a été acceptée avec un grand plaisir et sa date sera fixée par voie diplomatique. Fait à Nouakchott le 13 juillet 2021 en 2 versions, arabe et française, les 2 textes faisant également foi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Notre pays et le Sénégal ont décidé à l'occasion de la visite du président sénégalais, M. Macky Sall, de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la justice, de l'environnement, des équipements et des transports. Ce qui s'est illustré hier soir par la signature de 4 accords relatifs à ces secteurs en présence des 2 présidents. Aminata Khan a assisté à cette cérémonie de signature qui a eu lieu au palais présidentiel. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, et son homologue sénégalais Macky Sall ont supervisé la signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre nos 2 pays. Les accords signés à l'occasion de la visite d'amitié et de travail qu'effectue actuellement le président de la République sœur du Sénégal dans notre pays, portés sur les domaines de la justice, de l'environnement, de l'équipement et des transports et de la pêche. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et la ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'étranger, Maître Aïssata Tall Sall, ont signé 4 accords dans le domaine de la justice portant sur la coopération judiciaire dans le domaine pénal, la coopération judiciaire dans les domaines civils et commerciaux, l'extradition des personnes recherchées dans les 2 pays, le transfert des condamnés entre les 2 pays. Les 2 ministres ont également paraphé un accord dans le domaine de la coopération entre les 2 pays dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Hamid, et son homologue sénégalais, Mansour Faye, ont signé un accord relatif au transport terrestre entre les 2 pays. Le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Dioul Zeyn, et Ali Ndoye ont également signé un accord de coopération dans le domaine de la pêche et de la pisciculture. Les accords ont été signés en présence des membres des délégations d'accompagnement. Renforcer les compétences des magistrats et greffiers en matière de connaissance des lois litiges fonciers, c'est l'objectif visé par la formation initiée par le ministère de la Justice. Durant 3 jours, les participants seront édifiés sur les nouveautés et les pratiques juridiques permettant de trancher les différends relatifs aux fonciers. Mohamed Khattat. C'est un séminaire de formation qui dure 4 jours à compter d'aujourd'hui, visant à renforcer les compétences techniques des magistrats et de leurs auxiliaires sur les lois relatives aux litiges fonciers. Organisé par le ministère de la Justice, le séminaire devra leur permettre de réactualiser leurs connaissances sur les nouveautés et les pratiques juridiques réussies à travers l'échange d'informations et les discussions. Ouvrant le séminaire, le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El Boye, a indiqué que l'institution de la justice est un pilier de l'état de droit, essentiel au renforcement de sa crédibilité, eu égard au rôle que joue la justice dans la protection de la liberté et de la sécurité des citoyens et de leurs biens, la création d'un climat de paix civile, la stabilité sociale et politique, la garantie du développement durable et la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. D'où, ajoute le ministre, cette série d'ateliers sur les textes et procédures de règlement des litiges fonciers en matière civile et administrative en vue de contribuer à la qualité de la justice en renforçant les capacités de tous les magistrats exerçant dans les tribunaux primaires, les cours d'appel et la Cour suprême, en plus des greffiers en chef dans les dites cours. Ces ateliers les doteront de connaissances nécessaires pour accompagner la réforme juridique et judiciaire à travers la formation continue. Il est à noter que pas moins de 8 exposés portant notamment sur la propriété foncière traditionnelle, les règlements fonciers, la propriété foncière personnelle, dans la législation mauritanienne seront présentés par des experts nationaux en la matière.
Pour le conférencier Khalil Ahmed, le ministère de la Justice a introduit récemment des réformes importantes pour faciliter les procédures et limiter les délais de litige. Et cet atelier ne manquera pas de sortir avec des recommandations qui contribuent à améliorer les bases juridiques nationales. De son côté, le directeur des ressources humaines au ministère de la Justice, M. Abad Oul-Qassem, notera que l'atelier planche sur des questions importantes, notamment les litiges fonciers et leur règlement, les réformes apportées aux lois sur les plaidoiries civiles, commerciales et administratives. C'est dire que le département de la justice attend beaucoup de ces ateliers, de leurs échanges d'informations et de leurs discussions pour renforcer les capacités de ces ressources humaines et améliorer les textes de loi et procédures relatives aux litiges fonciers. L'actualité nationale marquée par ailleurs aujourd'hui sur le plan de la coopération bilatérale entre notre pays et le Japon par la signature d'un échange de notes concernant l'assistance alimentaire japonaise. Il s'agit de 170 millions MRO octroyés par le gouvernement nippon à notre pays destinés à financer des projets de développement économique et social. Aminata ou du moins Amina Metralil. Plus de 170 millions de nouvelles ouguiyas, c'est la valeur du programme d'aide alimentaire offert par le Japon à notre pays. Le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou-Khan, et l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Ehara Norio, ont signé à ce sujet un échange de notes concernant l'assistance alimentaire japonaise. Nous venons de procéder à un échange de notes par lequel le gouvernement du Japon octroie à notre pays un don de 500 millions de yens, soit l'équivalent d'environ 1,640 milliard d'anciens ouguiyas, mobilisés dans le cadre du programme japonais d'assistance alimentaire 2021. Ce don est destiné à financer des projets de développement économique et social dans notre pays, sur lesquels nous conviendrons ensemble. Je voudrais me féliciter de nos relations profondes de coopération quasi séculaires. Elles n'ont cessé de s'approfondir et de se diversifier, facilitant ainsi la réalisation d'importants projets de développement dans des domaines vitaux ayant un impact sur les populations bénéficiaires. C'est pour moi ici l'occasion de vous en remercier vivement. Mesdames, Messieurs, cet important appui permettant notamment de reconstituer le stock stratégique du CSA, de réguler les prix sur le marché local et permettra enfin de financer des projets de développement socio-économique et les activités génératrices de revenus pour les populations en précarité. Il vient également en appoint des actions menées par les pouvoirs publics dans les différents domaines de la vie économique et sociale afin d'améliorer le niveau de vie des couches vulnérables, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Excellences, Mesdames, Messieurs, Monsieur l'Ambassadeur, cet appui financier auquel votre pays nous a habitués et dont le montant a considérablement augmenté cette année par rapport aux dernières années, est un nouveau jalon sur la voie prometteuse de notre coopération bilatérale. Je voudrais enfin réitérer au nom du peuple et du gouvernement mauritanien notre profonde gratitude au peuple et au gouvernement japonais pour le concours précieux que le Japon n'a cessé d'apporter au développement économique et social de notre pays. De son côté, son Excellence M. Ehara Norio a souligné que cette année, le gouvernement du Japon a décidé exceptionnellement de doubler son financement par rapport aux années précédentes, et ce, compte tenu du contexte particulier de la Covid-19 qui a eu ses répercussions sur le monde entier et notamment sur notre pays, afin de soutenir la relance économique et sociale de la Mauritanie. La signature de cet échange de notes s'est déroulée en présence de Mme Fatimata Khadri, commissaire à la sécurité alimentaire. Le plan directeur du développement du secteur pétrolier et gazier en Mauritanie, objet d'un atelier de concertation destiné justement à l'élaboration de ce plan. Le secrétaire général du ministère du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a expliqué que l'étude permettra de faire l'inventaire de nos potentialités en hydrocarbures et d'identifier les infrastructures existantes. Abdul Adamaba. Ces rencontres constituent le lancement des travaux d'élaboration d'un schéma directeur du pétrole et du gaz. Il s'agit ainsi de préparer un plan pétrolier et gazier à moyen et long terme qui devrait être livré d'ici la fin de l'année. Cette étude permettra également de faire l'inventaire de nos potentialités en hydrocarbures au niveau de 2 bassins sédimentaires et identifiera les infrastructures existantes
nécessaires pour accompagner le développement optimal de nos ressources. Aussi, les dernières découvertes de gaz au niveau de l'offshore et leur exploitation très proche dans le cadre du projet Grand Tortue Ahmeyim, dont la décision finale d'investissement a été prise le 21 décembre 2018, qui verra la première goutte de gaz en 2023, offre de nouvelles perspectives pour le pays. Notre département continuera sa stratégie visant à maximiser la valeur tirée de ces ressources de manière à permettre une contribution efficace dans la croissance économique du pays. L'approche suivie dans ce cadre a été mise en avant. Donc c'est une approche participative qui vise à intégrer les points de vue des différentes parties prenantes autour de cette question donc, de développement et de monétisation des options de gaz et du pétrole. Donc l'objectif c'est d'arriver vers la fin de l'année à un inventaire des possibilités d'utilisation de cette ressource et de mettre en évidence les modalités pratiques donc, pour la traduction de ces options en projets qui permettront donc, de contribuer au développement économique du pays. Ce plan a pour objectif d'identifier les options de monétisation du gaz, que ce soit en termes de production d'électricité à partir du gaz communément appelé le gas to power, que ce soit en termes de développement d'industries pétrochimiques, que ce soit les engrais, les fertilisants, considérant que la Mauritanie a aujourd'hui les deux grandes sources essentielles pour une industrie pétrochimique qui est le phosphate d'un côté et le gaz. La Mauritanie aujourd'hui, alhamdoulilah, elle a le phosphate, son énorme gisement de Bofal-Louberin, et elle a d'énormes réserves gazières, dont a commencé par le projet GTA. Plusieurs exposés ont été présentés durant cet atelier qui a vu la participation des opérateurs pétroliers. La réalisation du gaz Master Plan a été confiée au bureau EPCM qui va élaborer cette stratégie en collaboration avec une firme sud-africaine. La deuxième phase du projet de la Voie du Sahel s'est achevée. Elle a été clôturée aujourd'hui par le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement lors d'une rencontre au cours de laquelle les représentants de la jeunesse et des autorités du G5 Sahel ont passé en revue les acquis réalisés durant cette deuxième phase du projet. Amina Mthlil. La rencontre régionale intervient en préparation de la clôture du projet La Voix des jeunes du Sahel, un projet exécuté par le Centre du dialogue humanitaire sur un financement conjoint entre l'Union européenne et le Royaume de Danemark. Ce projet, qui pendant 4 ans a œuvré au renforcement des mécanismes du dialogue entre les organisations des jeunes et les autorités gouvernementales dans les 5 pays du Sahel. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidet, a affirmé que la rencontre permettra aux représentants des jeunes et aux autorités des pays concernés de restituer les résultats de la deuxième phase du projet, d'échanger les expériences et réussites et œuvrer à la pérennisation des résultats obtenus. Pour leur part, le directeur régional du Centre pour le dialogue humanitaire, M. Alex Derlipsid, ainsi que le responsable de gestion du Fonds fiduciaire africain, Jean-Marc De Webb, ont expliqué l'importance du projet dans l'inclusion et la concertation avec les jeunes. Nous nous attachons ensuite à trouver des solutions négociées, justes, réalistes et durables aux aspirations de la jeunesse, en dialogue avec les gouvernements et avec le G5 Sahel. Le projet prend fin, comme il a été cité, le 30 août de cette année, raison pour laquelle on fait maintenant le bilan des activités depuis mai 2018. Les résultats préliminaires de l'évaluation finale demandée par l'Union européenne seront également présentés, ce qui nous donnera une idée précise des résultats obtenus. Le projet La Voix des jeunes du Sahel se base sur l'éducation, la formation professionnelle ainsi que la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes et la promotion du volontariat. Il a plu hier soir sur plusieurs localités du pays. Les hauteurs de ces précipitations relevées par le service décentralisé du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation varient entre 2 mm et plus de 70 mm.
Moins réjouissant en revanche, la pandémie du Covid-19 a dépassé ces dernières 24 heures la barre des 130 contaminations. Précisément, 137 infections au virus du Covid-19 ont été recensées par le ministère de la Santé, qui a aussi mentionné la guérison de 81 personnes et malheureusement d'un décès. Les cas positifs sont de 21 902, les guérisons de 20 395 et les décès de 496. À Néma, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré ces dernières 24 heures. C'est tant mieux, mais il n'y a pas que la Covid-19 qui préoccupe les autorités administratives de la wilaya du Hod el-Sharqi. La sécurité des citoyens et leur quiétude représentent aussi un challenge pour l'administration territoriale. C'est dans ce cadre que le wali du Hod el-Sharqi, Cheikh Ould Abdallah Oulawa, a discuté aujourd'hui avec des imams, des élus, des organisations de la société civile, des acteurs locaux, des représentants de commerçants et des retraités des forces armées et de sécurité de la nécessité de constituer des comités de vigilance dans le cadre du plan de sécurité qui implique tous les citoyens. Le wali a affirmé que ces comités viennent conforter l'approche sécuritaire par leur comportement civique, leur sens de responsabilité et leur prise de conscience que la question de la sécurité nécessite une vigilance et une veille de tous les instants, car elle est en préalable à la quiétude des populations et à la stabilité. Nous restons à Néma, qui compte un certain nombre d'organisations internationales et non gouvernementales avec actifs du moins dans le domaine du développement local. Reste que leurs interventions doivent être bien ciblées pour mieux servir les bénéficiaires. Tel était l'objectif de la réunion que le wali du Hod el-Sharqi a eue avec les représentants de ces institutions. Hourul Mouila. Plusieurs organisations internationales et non gouvernementales interviennent au Hod el-Sharqi à travers des projets de développement. Évaluer l'impact de ces projets sur les conditions de vie des populations, c'est l'objectif de la rencontre du wali du Hod el-Sharqi avec les partenaires au développement. Il s'agit pour les participants de formuler un plan de développement qui permettra de combler les déséquilibres de développement. Le wali du Hod el-Sharqi, M. Cheikh Ould Abdallah Oulawa, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans le cadre des politiques du gouvernement visant à réaliser un développement global et intégré conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh el-Ghazouani, visant à impulser le développement local. Le wali a expliqué que cette coordination contribuera sans aucun doute à la mise en œuvre de divers programmes pour améliorer l'accès des citoyens aux services de base et atteindre les objectifs souhaités. Il a salué les efforts inlassables des organisations et organismes nationaux et internationaux pour jouer les rôles qui leur sont impartis conformément au cadre d'organisation et de coordination mis en place à cet effet. Lors de cette réunion, ils ont présenté le document de l'Alliance Sahel qui intervient spécifiquement dans la province d'Amourj, en plus du programme Moudoun qui intervient dans 4 zones du Hod el-Sharqi. Cette réunion avec les représentants des organisations internationales œuvrant pour le développement de la wilaya vise à évaluer les projets lancés par ces organisations internationales et non gouvernementales. L'objectif de cette réunion est de combler les lacunes constatées afin de ne pas créer de déséquilibre de développement dans la région. De la Saba, dont le wali Mohamed Ould Ahmed Mouloud tient à garder un œil sur la situation des prix des denrées les plus consommées. Pour ce faire, il a fait le tour de certains commerces pour s'assurer de la stabilité des prix. El Haj Abdelaïdine. C'est envie de stabiliser les prix de certains produits alimentaires les plus consommés au niveau de la ville de Kifa que le wali de la wilaya de l'Asaba, M. Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Mouloud, a effectué cette visite dans certaines boulangeries de la ville, où il s'est informé sur les opérations de vente et d'achat en gros et en détail du pain, produit de première nécessité. Les boucheries modernes et traditionnelles de la ville ont constitué la seconde étape de la visite du wali. Il a pu constater et diviser l'opération de vente de différents types de viande, afin d'empêcher toute tentative de spéculation. À l'issue de cette visite, le wali a déclaré que sa tournée intervient après une hausse des prix de la viande et du pain constatée ces derniers jours.
Pour cela, indique le Wali, on a entamé une négociation avec les propriétaires des boulangeries et des boucheries. Nous sommes ici aujourd'hui pour vérifier le respect des prix fixés dans l'accord. Les propriétaires des boulangeries et des boucheries de la ville ont manifesté leur disponibilité à respecter strictement les prix qui ont été l'objet de l'accord, réunissant les fédérations des boulangeries et des boucheries et les autorités administratives de la wilaya. La visite du Wali s'inscrit dans le cadre des mécanismes gouvernementaux visant à surveiller les prix des produits de première nécessité et de les protéger contre toute éventuelle spéculation. Aucun cas de coronavirus signalé également dans la wilaya d'Itagan. Cependant, la crainte d'une troisième vague suscitée par la recrudescence du nombre de cas ces derniers jours a alerté les autorités de la wilaya. Elles ont donc décidé, à l'occasion d'une réunion présidée par le Wali d'Itagan, M. Mukhtar Ould-Hind, d'identifier la campagne de sensibilisation contre le coronavirus. Dans un mot prononcé à cette occasion, le Wali a souligné la nécessité d'appliquer les mesures barrières contre la propagation du Covid-19, indiquant que l'opération de sensibilisation sur le danger de la pandémie va commencer sous la supervision des hakams, des chefs d'arrondissement, des maires, des communes et des acteurs de la société civile à travers l'envoi de missions dans toutes les zones de la wilaya. La capitale du Tiris Zemmour a en revanche enregistré 11 cas de Covid-19 ces dernières 24 heures, chiffre suffisant pour amener les autorités administratives à inciter les populations de la wilaya à observer les mesures barrières qui protègent du virus. Naja Jekani. Wali du Tiris Zemmour, M. Selma Ould Sidi, a présidé à la nouvelle maison des jeunes de Zouéret une réunion de sensibilisation portant sur le danger du coronavirus. Le Wali a indiqué que la ville de Zouéret a connu ces dernières semaines une recrudescence des cas de personnes atteintes par le coronavirus. Il a souligné que cela est dû à l'abandon par les citoyens des mesures préventives qui étaient mieux respectées auparavant. Le maire Moussaïd Moussebo Bol Abbas a demandé la participation efficace et active des citoyens aux campagnes de sensibilisation pour faire face à la nouvelle vague en vue de prémunir la société de ces dangers. Dans ce cadre, le directeur régional de l'action sanitaire du Tiris Zemmour a fait le point de la situation épidémiologique à Zouéret. Il a indiqué que plus de 87 cas ont été enregistrés au niveau de la wilaya, ce qui nécessite le renforcement de la lutte contre la propagation de ce virus mortel. Le Wali a appelé les imams, les acteurs locaux et les organisations de la société civile à sensibiliser les populations à la gravité de cette épidémie et à suivre les mesures préventives pour réduire le nombre d'infections. Il a ajouté qu'il existe une nouvelle stratégie de sécurité approuvée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation afin d'impliquer les citoyens, les imams, les syndicats et tous les acteurs locaux dans la préservation de la sécurité. M. Selma Ould Sidi a évoqué la mise en place et la formation de comités de vigilance au niveau des 3 muqata'a de la wilaya pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, soulignant que l'État, quels que soient ses moyens, ne peut pas assurer la sécurité sans la participation de ses citoyens. À Nouadhibou, qui a totalisé ces dernières 24 heures 21 cas de virus, la campagne de sensibilisation s'est accompagnée aujourd'hui par la distribution d'une importante quantité de masques octroyés par la commune à la direction régionale de l'éducation nationale qui planche ces derniers jours sur le concours d'entrée de la première année du collège. Au total, 3000 masques ont été remis par le maire au directeur régional de l'éducation nationale qui a souligné l'importance de ce don qui profite aux candidats du concours. Et à Boule-Noire, arrondissement relevant de Darlet-Nouadhibou, l'opération de vaccin anti-Covid connaît une affluence sensible. C'est ce qui explique les citoyens de cette localité qui commencent à se rendre dans les centres pour se faire vacciner. El Haj Abdelaïdine. Boule-Noire, autrement dit le Crabe, est une localité située sur l'axe routier Nouakchott-Nouadhibou dont les habitants se rendent au centre de santé pour se faire vacciner contre le coronavirus, la pandémie qui connaît une recrudescence des cas ces derniers jours. Et le vaccin permet aux personnes d'être immunisées contre les virus. Le médecin-chef du centre de santé de Boule-Noire affirme que depuis la disponibilisation du vaccin,
le personnel médical a vacciné plus de 300 personnes, appelant les habitants à rester vigilants face au rebond des cas du coronavirus. De leur côté, les habitants de la localité semblent conscients de la gravité de la pandémie et ils appellent au respect des mesures préventives telles que le lavage des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque et la distanciation physique et à appliquer les dictons « il vaut mieux prévenir que guérir ». Le centre de santé de Boulanoir avait auparavant bénéficié d'une quantité de médicaments alloués par la Fondation SNIM dans le cadre d'un programme d'appui annuel qui vise à appuyer les prestations sanitaires dans les localités et les villages situés le long de la voie ferroviaire. Et enfin, dans la ville de Nouadhibou, s'est tenu un atelier aujourd'hui, un atelier de sensibilisation centré sur l'adoption de la Convention 143 relative à la protection des travailleurs migrants. L'atelier cible 4 wilayas, parmi lesquels Dakhlet Nouadhibou, Fatimatou Moulaïzen. Dans le souci de protéger les travailleurs migrants, le ministère de la Fonction publique et du Travail a organisé, en collaboration avec le projet Appui à la migration équitable de l'Organisation internationale du travail, un atelier de communication et de sensibilisation sur la portée et les enjeux de la ratification de la Convention 143 sur les travailleurs migrants, de manière à garantir le marché du travail à travers les lois définies. Ouvrant l'atelier, M. Mohamed El Mustafa Ould Sid Ahmed El Habib, conseiller aux affaires sociales du Wali de Dakhlet Nouadhibou, a précisé qu'il s'agit de sensibiliser sur la portée et les enjeux de la Convention 143 sur les travailleurs migrants, organisant la gouvernance de l'accès des migrants au marché du travail national et international, mais aussi évaluer le cadre juridique et organisationnel actuel pour en relever les forces et les faiblesses afin de sortir avec des recommandations adéquates. De son côté, le coordinateur du projet Appui à la migration équitable pour le Maghreb arabe a remercié les autorités pour l'intérêt particulier qu'il accorde aux migrants et à leur protection, comme en témoignent les nombreuses lois et décisions prises à leur profit. Cet atelier que lance aujourd'hui le ministère de la Fonction publique et du Travail, concomitamment à Rosso, Sélibabi, Ayoun et Nouadhibou, dénote de cette volonté politique du gouvernement mauritanien à soutenir les travailleurs migrants. L'atelier a été marqué par un exposé passant en revue les plus importantes lois relatives à la protection des droits des travailleurs migrants et leur harmonisation avec les engagements de la Mauritanie. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le président de la République remet à un groupe d'ambassadeurs leur lettre de mission. Le président sénégalais achève sa visite d'amitié et de travail de 2 jours dans notre pays. Le communiqué final sanctionnant la visite du président sénégalais réaffirme la solidité des relations d'amitié et de coopération bilatérale et la nécessité de les renforcer dans divers domaines. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec la suite des programmes d'Air Mauritania. Au revoir.